Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine on a pas mal de sujets à aborder, on va parler sécurité en escalade, retour au sommet des coupes du monde pour un vétéran de l'équipe de France, et enfin on va parler highball. Mais avant tout ça, j'ai une petite annonce à vous faire. On est maintenant plus de 11 000 sur la chaîne YouTube Caillou TV, donc déjà merci, c'est juste énorme et ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que de plus en plus de gens suivent l'émission Caillou News et à la fois les gros formats. Vous êtes par exemple beaucoup à être arrivés cet été sur la chaîne pour la vidéo du Titan notamment, donc merci. Ceci étant, justement, je me permets de refaire une petite pub pour mes différents réseaux sociaux. Voilà, je le fais rarement en début d'émission parce que je trouve que c'est pas très agréable pour vous. Donc je vous rappelle que j'ai un compte Instagram notamment, je sais que beaucoup d'entre vous n'en sont pas au courant puisque je reçois souvent des messages pour me dire « Ah, je découvre ton compte Instagram, c'est trop bien ». Donc voilà, j'y fais souvent des petits dessins sur l'escalade, j'y fais aussi pas mal de stories pour vous faire suivre les compétitions, bref, beaucoup de contenu original, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner, je vous mets le hashtag juste là. Et j'ai également une page Tipeee, donc une page Tipeee où vous pouvez venir donner de l'argent à la chaîne, venir me soutenir financièrement, ça m'aide beaucoup. Donc même si vous pouvez pas donner énormément, voilà, 1 € par mois en récurrent, c'est déjà pas mal, ça me permet vraiment de voir venir et ça permet à tous ces formats d'exister. Encore une fois, justement, merci à tous les tipeurs qui sont là depuis le début, c'est juste exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui me demandent mais t'arrives à vivre avec une chaîne YouTube de 11 000 abonnés? Et bah je leur dis oui, et c'est en grande partie grâce à vous. Donc merci, et sur ce, on peut partir pour l'épisode du jour. C'est parti. News numéro 1, et aujourd'hui, plutôt que de commencer par la review des principales informations sportives, j'avais envie de mettre en lumière un sujet particulier au travers d'un article qui a pas mal remué la communauté durant ces dernières semaines, le témoignage de Colin Powick, responsable qualité chez Black Diamond, et de sa femme Hélène. Colin relate qu'Hélène et lui étaient en sortie falaise sur un site proche de chez eux, une journée banale jusqu'au moment où Hélène, en pleine ascension, tomba et poussa un cri, chose inhabituelle chez elle. En effet, lors de sa chute, l'écrou retenant la plaquette dans laquelle se trouvait sa dernière dégaine venait de sauter. Heureusement, les points situés en aval ayant tenu, sa chute se termina sans conséquences dramatiques, se limitant à un beau bleu après avoir pris au passage le point d'ancrage et la dégaine dans le bras. Néanmoins, après cette mésaventure, Colin décida de mettre en lumière ce phénomène pas si exceptionnel via un article pour Black Diamond. En effet, quelques semaines plus tard, l'un des amis de Colin rencontrait presque la même situation, repérant pendant son ascension une plaquette entièrement desserrée avant de la revisser lui-même. Devant ces différents événements, Colin se pencha donc sur le sujet en allant demander à plusieurs grimpeurs professionnels leur vécu et leur posture par rapport au point d'ancrage en falaise. Un constat assez frappant lorsque quasiment tous les interrogés comme Hazen Finlay, Babsy Zangirl ou encore Jacopo Larcher dévoilent tour à tour avoir déjà subi pareille mésaventure, montrant bien que la fréquence d'occurrence d'un tel accident est moins proche de zéro que l'on pourrait le penser. Ceci étant, le but de cette news n'est évidemment pas de vous effrayer, les chiffres sur ces incidents, bien que peu connus, restent très marginaux comparés au nombre d'ascensions réalisées chaque année. D'ailleurs, ces mêmes protagonistes invitent à des solutions toutes simples pour éviter ce genre de problème, et notamment de transporter avec soi une petite clé pour vérifier et resserrer les écrous potentiellement dangereux avant de s'engager dessus. Un conseil que je ne peux que vous encourager à suivre en vous rappelant tout de même que si vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez aussi simplement envoyer un message aux gestionnaires des sites, aux associations et clubs du coin ou encore aux différents comités territoriaux de la FFME. D'ailleurs, bien qu'en France nous avons la chance d'avoir une grande majorité de sites bien entretenus par les différents acteurs du territoire, la vigilance doit toujours rester votre premier allié lorsque vous grimpez en extérieur, où, je vous le rappelle, une pratique parfaitement sécurisée ne vous sera jamais garantie par d'autres personnes que vous-même. Enfin, pour les plus intéressés, je vous mets le lien vers l'article originel de Black Diamond en description, mais aussi son résumé en français par Vertige Media, et sur ce, on passe à la deuxième news. News numéro 2, et cette semaine direction Prague pour notre revue classique d'étapes de Coupe du Monde, l'avant-dernière étape de bloc de la saison et même l'avant-dernière étape tout court. Chez les hommes côté français, Sam Havzou, l'homme en forme du moment, était présent, tout comme Mejdi Schalk ou encore Paul Jemft, de retour en Coupe du Monde de bloc, et pourtant c'est bien Manu Cornu qui s'invitait dans une finale de légende avec les médaillés olympiques Sorato Enraku, Tobias Roberts ou encore Do Yoon Lee, le tenant du titre de l'épreuve, et même Tomoa Narasaki ou Adam Ondra, la star locale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le français ira jusqu'au bout de la surprise, puisqu'après un échec sur le bloc 2, il ne lâchera rien et enchaînera le dernier bloc, lui permettant de profiter des défaillances de Sorato Enraku et Tomoa Narasaki pour s'adjuger la médaille d'argent. Un exploit XXL pour lui qui termine donc juste derrière le coréen Do Yoon Lee, qui reste le maître de Prague, tandis que Tobias Roberts, bien mal embarqué lui aussi, sauve les meubles avec une médaille de bronze. Et maintenant je vous propose de passer à la finale femme, et à ce sujet j'ai une excellente nouvelle pour vous, puisque tenez-vous bien, la Slovène Janja Garnbret était absente.
Et oui, car si Yanni Garnbret était absente, l'américaine Natalia Grossman, elle, était bien là, et pour l'occasion, je vous ai préparé un petit graphique. D'un côté, vous avez les Coupes du Monde de bloc remportées par Yanni Garnbret et Natalia Grossman depuis 2019, soit durant les 6 dernières années compétitives, et de l'autre, vous avez les Coupes du Monde de bloc remportées par les autres grimpeuses. Je vous laisse deviner quelle partie est laquelle. Petit indice, ça fait 24 Coupes du Monde à 3, et il y en a une sur lesquelles les deux étaient absentes. Enfin, malgré cela, on ne peut pas dire que Natalia aura surdominé la finale, même si l'américaine se sera montrée extrêmement solide, la concurrence aura été rude, à l'image de Naïlé Maignan, qui après son titre européen se mesurait maintenant à un monument du circuit. La française aura d'ailleurs pu croire longuement à la victoire, après avoir été la seule à toper le bloc 2, avant de finalement rendre les armes face à l'américaine, trop forte sur les deux derniers tracés. Derrière elle, l'australienne Oceania Mackenzie montera pour la première fois de sa carrière sur un podium de Coupe du Monde, laissant les deux japonaises Hanon Matsufuji et Mao Nakamura à quai, tandis que notre autre française Zelia Azu regrettera sûrement longtemps un premier bloc échoué pour quelques secondes et une 5e place finale. Enfin, les yeux se tournent maintenant vers Séoul pour la toute dernière étape de la saison, qui accueillera, on le rappelle, 3 épreuves en une, avec bloc, difficulté et vitesse pour clore le circuit 2024 sur une belle fête. Reste encore à savoir si les athlètes, eux, répondront présents après une saison à rallonge. Pour les acteurs d'aujourd'hui, en tout cas, on risque bien d'en revoir quelques-uns, à l'image d'un certain Manu Cornu, qui a déjà confirmé sa participation pour qui sait, une fin de saison légendaire de la part du Tigre. News numéro 3, et cette semaine je profite d'une actualité plutôt tranquille pour vous parler d'un sujet qu'on n'a que très peu abordé dans l'émission, les highballs. Mais les highballs, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien pour le savoir, je vous invite à plonger quelques instants dans une expérience prospective. Imaginez que Alex Honnold est un enfant avec Cathy Lembe, alors déjà ce serait extrêmement étonnant en plus de provoquer des séismes lors de chaque contraction, vraiment on n'a pas besoin de ça, mais surtout l'enfant en question pratiquerait sûrement du highball, cette discipline visant à enchaîner des blocs très hauts sans être encordé et où la chute est très souvent prohibée. Parmi les exemples les plus célèbres, on citera Evolution aux États-Unis ou encore Living Large en Afrique du Sud. Une discipline qui flirte avec le danger donc et dont on pourrait penser certains acteurs peu sains d'esprit. Enfin je vous laisse juger, mais c'est vrai que Jason Kell qui a libéré Evolution, maintenant il shape des prises en forme de tête de bébé, donc ça vient pas de nulle part. Mais pourtant, dans son rayonnement médiatique, cette discipline a toujours souffert d'un problème, son manque de différenciation de cotation avec le bloc classique. En effet, le système actuel de cotation de bloc s'applique à tous les rochers, quelle que soit leur hauteur. Pourtant, la répétition d'un 8C comme Living Large n'a évidemment pas le même impact dans les esprits que Big Island, bien plus communément répété, et d'ailleurs, si comme moi vous avez déjà humidifié la partie basse de votre outfit en effectuant un reta à Fontainebleau, vous savez à quel point l'engagement peut avoir une importance dans la performance. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas vraiment le cas, et si l'engagement peut très légèrement faire varier une cotation, elle est plutôt représentative de la difficulté technique et physique d'un bloc. D'ailleurs nos amis anglais eux l'avaient bien compris avec leur système de cotation d'escalade traditionnel, bien souvent critiqué pour ses incohérences mais qui néanmoins prend en compte l'engagement. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que fin août, Lucien Martinez, rédacteur en chef de Grimper Magazine et grimpeur de haut niveau, écrivait un article pour proposer la création d'un système de cotation pour les highballs, en prenant comme référence tous les highballs de la forêt de Fontainebleau. À ce moment-là justement, élément motivateur de l'apparition de l'article, Aubin Salmon venait d'enchaîner le highball Nirvana à Fontainebleau, une première sur un bloc qui n'avait pas particulièrement fait parler malgré le caractère mythique du bloc, puisque celui-ci ne valait entre guillemets que 8A+. Dans cet article, Lucien dresse donc une échelle de cotation nommée sobrement H-Grade, débutant par la dalle de mai en H1 et terminant par Nirvana en H12. Bien sûr, il précise également que cette échelle devrait être sujette comme toute proposition de cotation à critique et ajustement, une initiative intéressante que je jugeais pertinent de vous présenter, même si ce sont maintenant aux futurs libérateurs de l'ancrer dans le domaine public. Dans le reste des news, maintenant la marque Petzl vient de sortir sur sa chaîne une nouvelle vidéo de promotion pour l'un de ses systèmes d'assurage, et si je vous en parle ce n'est pas par placement de produit quelconque, mais bien parce que le film en vaut la peine. Il s'agit en fait d'une véritable parodie où l'on retrouvera des grimpeurs bien connus comme Sean Bailey, Sacha Di Julian, Michaela Kirsch, Alex Megos, Chris Sharma ou encore Margot Hayes dans le rôle d'une équipe de professionnels venus sauver le monde de l'escalade du mauvais assurage. Dans cette mission, ils seront supportés par un certain Reverso qui leur inculquera un apprentissage digne d'un culte ninja. Alors oui, cela reste une vidéo promotionnelle pour leur système Neox dans la continuité de leur grosse campagne de com déployée pour l'occasion, mais il est vrai que j'apprécie particulièrement ce genre de grand n'importe quoi bourré de références à nos athlètes préférés, et très sincèrement je ne cracherai jamais sur une vidéo pleine de créativité, alors si ça vous intéresse, le lien est en description. Et le week-end du 14 septembre se déroulait à Bologne une Coupe d'Europe mêlant épreuves de vitesse
vitesse et de difficulté. Alors on ne reviendra pas en détail sur ces épreuves, mais on signalera tout de même des belles performances de deux de nos Français. D'abord Ina Plassoud-Jiga qui remportera son premier titre en carrière devant la Belge Héloïse Dumont en étant la seule grimpeuse à toper la voie. Une belle récompense pour elle qui à 25 ans réalise sa meilleure saison en carrière avec déjà 2 top 20 en Coupe du Monde et une 14e place au championnat d'Europe. De l'autre côté chez les hommes c'est Arsène Duval qui brillera avec une belle médaille d'argent derrière l'espagnol Guillermo Peinado Franganillo, une première depuis sa victoire en Coupe d'Europe il y a un peu plus d'un an. Et il y a un peu plus d'une semaine maintenant se sont déroulées les Rockmasters Series à Arco, cette compétition amicale italienne dont on a déjà pas mal parlé dans l'émission, une compétition avec un format on le rappelle très original avec seulement 8 grimpeurs professionnels qui s'affrontent. En bloc les compétiteurs avaient 3 essais sur chacun des 4 blocs et 2 d'entre eux étaient éliminés à la fin de chaque tracé jusqu'à une finale à 3 sur le dernier bloc. Et dans cette discipline eh bien c'est Yannick Floé qui l'emportera chez les hommes face au belge Hannes van Duizen ou le tchèque Adam Ondra, tandis que chez les femmes c'est l'autrichienne Jessica Pils qui terminera devant les locales Camilla Moroni et Laura Rogora. Mais c'est surtout de par son format de difficulté que brille la compétition et ses duels de vitesse avec un tableau à élimination directe comme en vitesse classique mais avec un tracé de difficulté. Et alors qu'Adam Ondra, le tenant du titre si à l'aise d'habitude, était attendu pour régner sur ce format, il sortira dès les 8e de finale face à Hannes van Duizen en ratant le buzzer sur la fin de son run. Hannes qui justement en profitera pour se faufiler jusqu'en finale avant de perdre face à l'italien Philipp Schenk lors d'un ultime duel. Chez les femmes, l'autrichienne Jessica Pils réussira un doublé en disposant de la slovène Sara Kopar en finale pour parachever son année bien remplie avec un titre honorifique. Au classement général des Rockmasters, c'est donc sans aucun doute que Jessie Pils remporte l'édition en compagnie de Yannick Floé, 3e de la difficulté. Et si revoir ces finales en intégralité vous intéresse, vous trouverez le lien en description de la vidéo. Et on termine ce reste des news et par la même occasion ce cycle de Flathanger qu'on avait commencé il y a quelques semaines avec les enchaînements à répétition d'Alexander Megos. On avait aussi relaté la grosse performance de l'espagnol Jorge Diaz-Rullo qui avait enchaîné la voie Change. Et bien durant ces 2 dernières semaines, il sera également venu à bout de la voie Move, l'autre voie très à la mode du moment. Concernant la cotation, comme Alex Megos et ses boins, il penche également pour une difficulté similaire à celle de Change, aux alentours du 9B/+. Enfin, c'est surtout un séjour très réussi pour l'espagnol qui réalise ses plus belles croix loin de l'Espagne après bibliographie au printemps, pas mal pour un premier trip en Norvège. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. On parlait d'elle il y a 2 semaines, et bien l'espagnol Ainise Bellar Barrucia revient avec l'enchaînement de Celedon 9A cette fois-ci sur le site de Erino à l'Alésé. Après être entrée dans le cercle très fermé des femmes dans le 9A+, la grimpeuse de 18 ans enchaîne avec un nouveau 9A, un enchaînement assez rapide pour elle qui avait déjà enchaîné il y a un mois le 8C Activos Toxicos qui partage sa fin avec Celedon, 3e voie dans le 9e degré pour elle qui s'impose comme l'un des plus grands espoirs féminins de la grimpe en falaise. Direction Flathanger en Norvège maintenant où le Slovène Domen Skofic enchaîne illusionniste 9A, car oui si les principaux protagonistes de Flathanger semblent y avoir terminé leur saison comme Seb Boin, Alex Megos ou Jorge Diaz-Rullo, d'autres étaient encore au charbon comme Domen qui commence à avoir une belle brochette de voies enchaînées dans la caverne. D'ailleurs il s'agit là de sa 26e voie entre le 9A et le 9B, un sacré palmarès qu'il tentera d'améliorer avec son gros projet Move qu'il tentera lui aussi de faire tomber tout en se disant assez loin du compte pour l'instant. Et on reste à Flathanger pour une deuxième croix impressionnante, celle de Doug McConnell qui coche Valhalla 9A. Une croix impressionnante de par l'âge de Doug puisqu'il vient d'enchaîner là son 2e 9A à l'âge de 42 ans et seulement 6 mois après son tout premier enchaînement dans la cotation. Comme quoi Doug prouve encore une fois que le progrès en escalade est permis à tout âge, lui qui avait été inspiré par nul autre que Domen Skofic a entamé le travail dans cette voie après l'enchaînement du Slovène il y a presque tout juste un an. Derrière il aura notamment travaillé la voie durant une grande partie du mois d'août alors que le voyage ne partait pas de manière idéale pour lui qui se cassait l'orteil 2 semaines avant. Enfin l'appel de la grimpe aura été plus fort et tant mieux puisque Doug en ressort avec une mythique croix en plus dans sa besace. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, beaucoup de projets à venir en cette fin d'année sur la chaîne, beaucoup de grosses vidéos. Je vais aussi faire pas mal le tour de plusieurs compétitions nationales qui vont arriver en cette fin d'année. Je serai notamment aux 24 heures du mur près de Pau, dans le sud de la France, d'ici 3-4 semaines, je crois. Je serai également au TBA3, évidemment, à Climbing District, donc dans 2 mois, la mi-novembre. Et enfin, je serai peut-être sur une compétition en décembre, mais ça, je vous en reparlerai, c'est pas encore confirmé. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!